Vas-y. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu à cette conférence. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Bunat, je travaille au pôle conseil d'Hypon Technologies, je fais du Java depuis à peu près 13 ans et je me suis récemment mis à Scala. Bonjour. Aïssam, donc architecte chez eBizNext. Et je fais du Scala depuis 2 ans et demi. Et je vous remercie d'être là pour cette présentation. Alors dans le cadre de cette présentation, ce qu'on va vous montrer, c'est un peu une histoire qu'on est en train de construire chez un client, donc Compass. Notre architecture est la suivante, elle respecte les principes de la lambda architecture. On a des Tomcat en frontal. Alors il n'y en a pas que deux, mais il y a une limite dans le nombre qu'on peut mettre sur les slides. Donc ces Tomcat vont au travers d'acteurs AK envoyer au travers d'un middleware de message des données dans le back-office. Et ces données dans le back-office, certaines sont traitées en temps réel au travers de Spark Streaming et d'autres sont traitées en batch au travers de Spark classique. Et puis tout ça, évidemment, est réinterrogé par cette même application frontale Tomcat ou alors au travers de Kibana, puisque les données, comme vous l'avez vu, sont déversées dans Elasticsearch pour la partie streaming. Voilà. Quand on a autant de machines et autant de services, il faut les administrer, les déployer proprement. Et donc, c'est Mesos qui va se charger du cluster. Donc, c'est notre cluster manager. Et pour nous aider à déployer des applications Mesos sur le cluster, évidemment, on utilise un outil Marathon. Et tout ça est aussi possible grâce à un annuaire Zookeeper. On va vous raconter tout ça. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va vous parler de la partie frontale, AK, et je reviendrai vers vous pour la partie back dans quelques minutes. Merci. Donc ici, on va parler de AK. Donc déjà, on va présenter Compass rapidement, vu que c'est un retour d'expérience chez ce client. Donc Compass, c'est un annuaire d'entreprise qui permet à d'autres entreprises de chercher des informations, donc sur la localisation de l'entreprise, des informations dirigeants, des choses comme ça. Donc Compass est disponible dans 70 pays, ça existe depuis une trentaine d'années et à la base c'était un annuaire papier, c'est devenu un DVD et maintenant c'est un site internet. Donc la problématique qu'on a eue rapidement, c'est de déterminer le nombre de visiteurs sur le site, de déterminer quelles sont les entreprises qui sont vues par les clients. Et cette donnée, elle est intéressante pour Compass, pour pouvoir traquer et avoir ses audiences, mais elle est également intéressante pour les clients Compass qui veulent savoir combien de personnes viennent sur les pages de leurs entreprises. Donc on a eu à mettre en place un plan de tagage dès le départ du projet. La problématique de ce plan de tagage, c'est que Compass utilise plusieurs prestataires. Donc on a le standard Google Analytics et d'autres prestataires un peu plus spécialisés. Et puis également, on devait envoyer les messages à notre propre système de log interne pour pouvoir les retraiter par la suite. Quand on a commencé à la mise en place de ce plan de tagage, les règles n'étaient pas très claires. Donc il a fallu qu'on soit souple et qu'on puisse modifier facilement les règles. Et puis Compass gère des informations sur ses utilisateurs qui sont confidentielles, notamment dans certains pays. Donc ces informations, elles sont stockées en session et on ne veut pas qu'elles reposent et qu'elles soient envoyées sur le poste client de l'utilisateur. Dernier point, on veut également pouvoir traquer les appels à des services REST qui viendraient d'une application native ou d'une single page application. Donc on s'est rapidement tourné vers l'interception des requêtes côté serveur plutôt que de mettre en place un plan de tagage classique en rajoutant des tags un peu partout dans le site. Et pour faire ça, on a décidé d'utiliser une valve. Donc une valve, c'est quoi? C'est une sorte de filtre qui est spécifique à Tomcat et qui s'installe au niveau de Tomcat et qui va permettre d'intercepter toutes les requêtes qui rentrent sur ce serveur Tomcat et qui ressortent de serveur Tomcat. Donc l'avantage également, c'est que la valve, elle est installée au niveau du serveur, elle n'est pas installée au niveau de la web app, donc on n'est pas intrusif dans le code métier de l'application. Donc la requête arrive sur Apache, donc on n'a pas mis le tracking au niveau d'Apache parce qu'on a besoin d'accéder à des données de session.
Puis ensuite, elle est transmise à la valve qui va, elle, décider si elle doit ou pas traquer la requête. Donc on a fait ce système de décision de tracking ou non pour pouvoir enlever tout ce qu'on ne veut pas traquer, notamment les images, les JS, les CSS, et également tout ce qui vient des crawlers Google qu'on ne veut pas traquer parce qu'on considère que ce n'est pas de la vraie audience. Donc ensuite, on récupère les paramètres qu'on veut suivre dans la requête et dans la session. Et ensuite, on fait nos tâches de log, donc qui peut être l'envoi à nos prestataires ou l'envoi en interne à notre système, que Essam vous présentera par la suite. Donc la requête est envoyée à la web app. La web app qui va faire son traitement métier, elle va retourner une réponse. La réponse va elle aussi, on va pouvoir elle aussi traquer en retour. Donc on va repasser dans la valve, dans les param, dans le log. La réponse est envoyée à la page qui est renvoyée à l'utilisateur. Donc rapidement, on s'est dit que cette valve, elle a un vrai risque d'avoir des impacts pour l'utilisateur final. En gros, on va passer du temps qui n'a pas d'intérêt métier en amont de toutes les requêtes. En plus, vu qu'on a plusieurs prestataires, on allait envoyer les messages de manière séquentielle à chacun des prestataires et à notre système interne. Donc on a un vrai risque de perturber l'application et l'expérience utilisateur. Donc pour pallier à ce problème, on a décidé d'utiliser et de dire que notre valve allait être non bloquante pour que la tâche de logging puisse se faire en parallèle de l'exécution de la web app. Donc pour ce faire, on a décidé d'utiliser le framework d'acteur d'AKA. Et donc maintenant, le fonctionnement, il sera le suivant. Donc on a une requête qui toujours envoie Apache. La requête est toujours transmise à la valve qui va toujours décider si elle doit ou pas traquer le site. Et puis on récupère les params en session, en request. Et là, au lieu de faire notre tâche de logging, on va envoyer des messages à un système d'acteurs AK. Et les acteurs AK vont pouvoir récupérer ce message et traiter en parallèle ce message, en parallèle du traitement métier. Donc un acteur, c'est quoi? C'est des tâches indépendantes qui communiquent entre elles via des messages et qui peuvent s'exécuter de manière asynchrone. Donc le but, c'est de prendre des process, des gros process, et de les diviser en plein de petites tâches qui vont pouvoir s'exécuter en parallèle. Et au lieu d'appeler directement une méthode, on va envoyer un message et le message va être traité par l'acteur. Donc souvent, dans les systèmes d'acteurs, on crée une hiérarchie d'acteurs. Donc c'est-à-dire qu'un acteur initial qui est créé sur le système d'acteurs va pouvoir se créer des acteurs enfants et ils vont pouvoir communiquer entre eux en s'envoyant des messages sans que l'un attende l'autre. Donc pour créer un système d'acteurs, on a besoin d'une chose. Déjà, c'est d'un message. Donc le message, c'est simple. En ce cas-là, c'est une case class. En Java, ça serait un bin classique, un POJO. Et puis ensuite, on a besoin d'étendre la classe acteur du framework AK et de surcharger la méthode receive. Et c'est à l'intérieur de cette méthode receive qu'on va écrire nos codes. Donc dans notre cas, le code de logging. Donc ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'un acteur, il n'est pas lié à un message. Ce n'est pas un acteur, un type de message. Un acteur peut recevoir n'importe quel type de message. Et pour les différencier dans la message receive, en ce cas-là, on va utiliser un case ou en instance of en Java. Donc ensuite, on a notre message, on a notre acteur, et donc pour envoyer le message à l'acteur, il faut initialiser d'abord l'acteur à partir du système d'acteur ou à partir d'un autre acteur, et initialiser le bin du message, donc ça c'est très simple, et puis ensuite on n'a plus qu'à faire mon acteur, point d'exclamation, mon message en ce cas-là, et le message est envoyé, et la suite du code s'exécute tout de suite dès l'envoi du message, sans attendre de réponse. Donc les points de vigilance quand on travaille avec des acteurs, et surtout quand on travaille dans un environnement multithreadé où tout peut s'exécuter en parallèle,
Donc là, sur cet acteur, on voit qu'il publie une variable à l'extérieur. Donc n'importe quel thread peut venir modifier la variable. Et donc on peut se retrouver à avoir des incohérences au niveau du traitement de l'acteur si une autre thread vient modifier cette variable pendant son traitement. Donc la première règle, c'est qu'un acteur ne doit pas exposer son état interne. Dans la même logique, en fait, le message, dès qu'il est envoyé, il ne faut pas qu'il soit modifié. Donc il ne faut surtout pas qu'on puisse modifier le message. Donc le message, il doit être immuable. Donc le dernier point à comprendre avec les acteurs, c'est que nous, communément dans les architectures N-tiers, on va avoir des EJB ou des singletons. Et si plusieurs servlets appellent la même méthode d'un service, bah, elles vont s'exécuter en parallèle sur les deux threads. Et ce n'est pas le cas dans le système d'acteurs. Un acteur, il peut traiter qu'un seul message au même moment. Et si on envoie plusieurs messages au même acteur, il va être mis en attente dans une file d'attente, dans une boîte aux lettres. Donc nous, dans notre cas, on était confronté à une problématique, c'est qu'en entrée dans notre valve, on va avoir des milliers de requêtes, des centaines de requêtes simultanées. Et donc on avait le choix en fait entre soit instancier un acteur pour chaque requête. Et donc là, on allait se retrouver à avoir un grossissement du nombre d'acteurs incontrôlé au niveau de notre application, ou d'utiliser qu'un seul acteur. Et dans ce cas-là, bah, on allait envoyer des messages, ils allaient être mis en attente dans la file d'attente. Et vu qu'on a une forte volumétrie de messages envoyés sur le même acteur, le risque, c'est qu'on allait avoir notre file d'attente qui allait grossir, qui allait grossir, qui allait grossir, qui allait grossir. Donc la solution pour pallier à ce problème, c'est d'utiliser un routeur. Donc qu'est-ce qu'un routeur ? Ça permet en fait de maîtriser le nombre d'acteurs. Donc quand on initialise un acteur sur la même ligne de code, quasiment, en fait, au lieu d'initialiser un seul acteur, il va initialiser un pool d'acteurs. Donc un nombre d'acteurs à déterminer. Ensuite, quand on va envoyer des messages à cet objet, il va y avoir différents types de routages, donc les routages classiques, round robin, random, et on a des routages un peu plus évolués, comme par exemple envoyer le message à l'acteur qui a une file d'attente la moins remplie. Donc tout ceci se configure dans un fichier externalisé. Donc là ici c'est une ligne pour initialiser un routeur. Donc on voit que c'est quasiment la même ligne que pour initialiser un acteur simple. Donc et on lui indique d'aller chercher les propriétés dans un fichier de propriétés. Et on lui donne un nom, mon routeur. Et là ici maintenant c'est le fichier de configuration avec mon routeur, le routeur qui est de type round robin pool, et on va avoir 5 instances d'acteurs qui vont être initialisées. Donc en conclusion sur les acteurs, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Ça nous a permis en fait de faire un système multithread et non bloquant de manière extrêmement simple, sans avoir de problématiques de synchronize et de lock ou d'accès concurrent. Et puis également, le fait d'utiliser un routeur, ça nous a permis de dédier une certaine charge, certaines ressources à l'utilisation de notre tracking, en sachant que nous, la priorité, c'est que l'utilisateur soit servi et pas de traquer. Donc voilà, pour la suite et l'envoi, qu'est-ce qui se passe après l'envoi du message? Je vais laisser la parole à Issam. Voilà. Merci. Alors, les objectifs que l'on a, c'est une fois qu'on a reçu que les acteurs nous ont communiqué les messages, il nous faut les traiter. Certaines données sont traitées en temps réel, d'autres sont traitées en batch. Et pour ça, on a fait l'usage de 4 technologies. À chaque fois, ce que je vais vous donner, c'est les raisons qui nous ont conduits à les choisir. Non pas, l'idée n'est pas ici de vous donner toutes les possibilités offertes par chacun des frameworks, mais nous, dans notre contexte, quelles sont les raisons qui nous ont conduits à faire ces choix. Donc, le premier choix, c'est Kafka. Pourquoi Kafka? C'est ce que je vais exposer là.
Kafka est en fait notre intermédiaire entre le front et le back. Il va un peu absorber la charge pour nous permettre de consommer à notre rythme les messages en back-office et éviter en fait que les acteurs AK qui sont là ne communiquent trop fortement avec le système de streaming qu'il y a derrière. Donc Kafka va faire tampon. Ceux qui connaissent JMS et les middleware de messages, pour le moment, on va dire que c'est à peu près pareil. Donc globalement, vous avez des messages qui arrivent. Ces messages sont ordonnés, utilisateur 1, étape 1, utilisateur 2, étape 2. Donc ces messages arrivent dans un certain ordre et doivent être consommés. Le seul problème, c'est que parfois vous avez des acteurs matérialisés par le scarabée qui peuvent être assez lents. D'autres sur des cœurs qui sont beaucoup plus rapides, qui vont traiter tous les messages d'un coup. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a perdu l'ordre. Et en général, pour résoudre ce problème-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un seul consommateur pour toute la file. Et là, du coup, ça devient un peu trop lent. Et on va regarder avec Kafka comment on résout. Alors vous allez me dire, oui, mais en JMS, on a les JMS Message Group ID. On va un peu voir le problème que cela pose. Donc, globalement, on va faire un partitionnement par clé. Il va se forcer à envoyer à un consommateur particulier une partition particulière qui est matérialisée ici par l'utilisateur. Et là, évidemment, U2 sera envoyé vers un autre consommateur qui lui est dédié. Donc même si U2 arrive après U1, ce qui nous intéresse, c'est qu'au sein de la partition U2, les messages sont dans l'ordre E1, E2, E3, idem pour U1, E1, E2, E3. Alors, si on l'avait fait avec les JMS Group ID, vous allez me dire, oui, on obtenait le même résultat. Le seul problème, c'est qu'en termes d'architecture, il y aurait eu ce qu'on appelle un local manager et plusieurs remotes, si vous connaissez un peu EarnetQ ou ActiveMQ, et qui vont communiquer entre eux. Et le local manager doit être unique, c'est celui qui va décider vers quel consommateur envoyer l'information. Et du coup, c'est un SPOF. Et qui dit SPOF dit serveur de backup, donc c'était pas très bon, c'est pas ce qu'on recherchait. Ce qu'on veut, c'est avant tout scale up, scale out à un coût minimum. Donc tout ce qui est serveur de backup qui ne fait rien, qui dort et qui attend en cas de pépin, ça on n'en veut plus. Il nous fallait vraiment réduire les coûts et avoir une plateforme fiable sans serveur de backup. Donc avec Kafka, on a cette solution qui est native, donc il a plusieurs brokers, donc on va mettre plusieurs brokers et il va se charger de répliquer les données entre les brokers et avoir un master pour chaque partition. Du coup, on a, sans avoir besoin de serveur de backup, évidemment, le support natif du partitionnement, la réplication des messages et la tolérance aux pannes, j'allais dire, au coût zéro. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités Kafka, mais nous, c'est celle-là qui nous intéressait, c'était en termes de réduction des coûts. Vous perdrez, par exemple, par rapport à un middleware JMS classique, vous perdrez le commit à deux phases qu'on peut retrouver dans les transactions. Mais ce n'était pas notre besoin là. Alors, une fois que ces données sont temporisées dans Kafka, il nous faut les absorber. Je vais adresser la partie speed layer. Et pour les absorber, en fait, on a fait le choix de Spark, pardon. Et, je vais l'expliquer pourquoi. Donc Spark va faire un traitement ici en temps réel et va les envoyer dans Elasticsearch. Évidemment, vous vous doutez bien, on n'envoie pas directement les données dans Elasticsearch. Il repasse en fait par le middleware Kafka de tout à l'heure, qui lui va également temporiser pour insérer dans Elasticsearch. Mais là, le but était de faire un dessin assez simple à comprendre. Donc l'idée, clairement, c'est pourquoi on a fait le choix de Spark. Je vais juste poser la question, pour juste lever la main. Qui connaît Storm, par exemple, ou S4 ? Ok. Donc j'essaierai d'argumenter pourquoi on n'a pas fait ce choix-là. C'est l'objet de ce talk, notamment pour cette partie-là. Sans pour autant porter un jugement, quel qu'il soit, sur l'une ou l'autre des solutions. Alors, un peu de code, là, quand même. Globalement, lorsqu'on veut récupérer au travers du streaming des données issues de Kafka, on va récupérer le nom du topic, request avec un S ici, et puis on va lui dire, en fait, tu vas toutes les 2 secondes me construire une liste de tuples. Un tuple, en ce cas-là, tout le monde sait, un tuple, c'est un VO classique, Java, c'est pareil. Donc voilà, toutes les 2 secondes, on va construire un tuple, et puis on va faire des opérations sur ce tuple. Donc typiquement, on va vérifier s'il faut prendre en compte ou pas ce message-là. Pour vérifier, on va appliquer la méthode filter, et filter va en fait exclure les messages qui ne sont pas traités. Par exemple, les règles, vous allez les trouver dans un fichier Excel qui va lui définir les règles de routage.
Puis derrière le filter, on décide ensuite de transformer en un document JSON puisqu'on veut les insérer dans Elasticsearch. Donc on fait un tout document. Et enfin, pour chacun des messages récupérés dans les 2 dernières secondes, on va l'insérer dans Elasticsearch. Et enfin, pour terminer, on peut vouloir faire la même chose en recalculant des relations pour récupérer des relations sur Neo4j notamment. Alors, ça c'est l'algorithme. C'est vraiment, si je devrais juste rajouter peut-être 3-4 lignes de plus, et on a exactement le code qu'on a pour réaliser cette opération-là. Si vous regardez bien, finalement, pour ceux qui ont suivi la conf Java 8 ou ceux qui connaissent Scala, c'est juste de la manipulation classique de collection. Je porte juste votre attention sur RDD, qui est en fait la collection, Resilient Distributed Dataset, qui signifie tout simplement une liste distribuée sur plusieurs machines. Et donc Spark, justement, va faire ce travail-là sur plusieurs serveurs. Alors voilà comment ça va se passer. Notre première requête, c'est demander à Spark au consommateur Spark d'aller récupérer dans Kafka toutes les 2 secondes, de construire au bout de 2 secondes un RDD, donc une collection de messages qu'il a récupéré du middleware de messages, Kafka en l'occurrence. Cette collection de données, c'est ce qu'on appelle des RDD, et donc chacune de ces collections-là est soumise à Spark comme un batch classique. Donc en fait, Spark, c'est rien d'autre qu'un framework d'exécution, Spark Streaming, un framework d'exécution de micro-batch. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et enfin, l'exécution va nous envoyer un résultat en retour et l'insertion dans Elasticsearch aura été faite. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on a une API unique pour le batch ou le streaming. Donc c'est une première différence par rapport à ce qu'ils font du Storm ou autre, c'est que on n'a pas une partie Yarn Hadoop avec Storm à côté, tout est fait. En fait, si vous connaissez l'API Scala de manipulation des collections, alors je pousse un peu le trait, vous connaissez aussi Spark, et pour faire du Spark ou du Spark Streaming, c'est pareil en termes de développement, je parle de la couche applicative évidemment. Alors concernant la tolérance au pan, qui est encore une fois un des objectifs forts du projet, Jean-Philippe vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est un business internet, présent dans 70 pays, plusieurs dizaines de millions de produits en catalogue, donc c'est quelque chose qui est significatif notamment. Donc la tolérance au pan, c'est quelque chose qui est importante. C'est globalement ce qui s'est passé dans toute cette partie-là, où vous avez vu filter, map, et jusqu'au for each, juste avant le for each, toute cette partie-là qui consiste à manipuler la liste, en fait, rien n'a été exécuté. C'est juste un graphe qui a été construit, intermédiaire, en attendant l'exécution du for each qui est là. Ce qui signifie, qui est juste là, ce qui signifie qu'en fait, que toute cette partie-là est faite en mémoire, juste la création des objets, et qu'à un moment, il va envoyer tout ce travail-là sur le cluster. Et donc le scheduler Spark, lorsqu'il va soumettre ces jobs-là au worker pour exécution, en cas de panne, vu qu'il a le graphe d'objets, si ça a planté, ou si ça prend trop de temps et que ça dépasse le timeout, et donc on décide de l'attribuer à un nouveau cœur ou une nouvelle machine, pas de problème, il a le graphe d'objets, il suffit d'interrompre le service qui est en train de s'exécuter, puis de resoumettre le graphe d'objets à un autre ensemble de workers. Alors on verra comment on choisit les workers. Donc si vous utilisez Storm, ça va être du upstream backup, alors que là on n'a pas besoin de machines intermédiaires pour stocker les résultats intermédiaires comme on aurait pu le faire dans Storm ou S4. Voilà. Alors, ça c'était pour la partie temps réel. Pour la partie, vous avez bien compris, temps réel c'est ni real time, hein, donc pour la partie batch, on est reparti sur Spark aussi, après avoir évalué les différentes solutions. Si vous regardez, je ne sais pas s'il y a besoin de commentaires, allez, on refait. Hein. On lit d'un fichier les produits qui arrivent pour notifier les clients, notamment de l'arrivée de nouveaux produits. C'était l'objectif. Lorsqu'on va récupérer les données de fichiers XML, persiste, qui est particulier à Spark, signifie le résultat devra rester en mémoire. Le résultat devra rester en mémoire, c'est un peu une des caractéristiques de Spark par rapport à Hadoop, c'est que dans les différentes phases de MapReduce, il ne va pas
restocker dans HDFS pour reconstruire la phase suivante. Et là, en termes de perf, il n'y a pas photo. Évidemment, je pense qu'avec Hadoop et Yarn 2, il y a des choses qui ont changé. Mais je reviendrai encore une fois sur d'autres différences avec cette nouvelle version d'Hadoop. Et donc, au final, toute cette partie-là, rappelez-vous, il n'y a rien qui s'est exécuté. Il y a juste eu un graphe d'objet de construit. Et ce graphe d'objet est résilient, d'où le terme RDD, Resilient Distributed Dataset, et va être envoyé de manière distribuée pour exécution, ce qu'on voit dans la ligne suivante, qui est la seule action qui est soumise au service, au worker. Alors, globalement, quand on fait du Spark, il y a une API assez riche de collections, et nous, ce qui nous a intéressé, encore une fois, c'est le fait que si vous connaissez Scala ou Java 8, vous saurez faire du Spark facilement. Les API de manipulation de collection sont très similaires. L'autre chose, c'est le contrôle sur le partitionnement, notamment sur les workers. Un élément qui est assez intéressant aussi, toujours pour rester en mémoire et aller très très vite dans le calcul du batch, c'est le broadcast de données. Autrement dit, vous pouvez calculer des données intermédiaires, non pas les stocker sur disque, mais dire je veux les distribuer sur tous les nœuds. Vous avez peut-être un référentiel que vous voulez placer en mémoire, donc vous allez le placer en mémoire sur tous les nœuds, tous les workers Spark, et à ce moment-là, vos jobs Spark vont s'appuyer là-dessus plutôt que d'aller les chercher ailleurs, et ça, le temps du job. Donc ces points-là sont intéressants. Encore une fois, le temps d'exécution, vous allez me dire mais c'est pas la peine, on n'est pas si pressé que ça, c'est du batch, ça a un coût. Peut-être qu'on peut le rappeler, on est déployé sur le cloud, donc ça a un coût, la CPU a un coût, le temps d'utilisation a un coût, et tout ça est assez important. Voilà pour Spark, donc les deux arguments forts, c'est Scala-like, API commune streaming, et le tout dit dernier, c'est la performance notamment. Alors, donc, on a nos deux frameworks qui s'exécutent pour la partie streaming et pour la partie traitement batch de données. Évidemment, comment se passe la tolérance au PAN si on n'a pas de serveur de backup? Et là, en fait, c'est principalement grâce à l'utilisation par ces frameworks-là. Ce n'est pas nous qui l'imposons. En fait, il est imposé par ce framework-là. Mais tout ça est rendu possible par le fait qu'on ait Zookeeper quelque part. Alors, comment est-ce qu'on faisait juste avant de passer par là? On avait un maître. Si un esclave tombe en panne, ben, c'est pas très grave, hein, ça ne change rien. Il y a d'autres esclaves qui tournent et on continue. Par contre, si un maître tombe en panne, là, du coup, il faut prévoir un maître de secours, donc un coût supplémentaire, et on bascule sur le maître de secours. Mais bon, que se passe-t-il si le maître de secours tombe? Là, c'est pas très bon. Dans ces frameworks-là, que ce soit Kafka, Spark, Mesos, ou même Elasticsearch, il y a un plugin sur GitHub, n'hésitez pas à me le demander, qui permet justement de rendre Elasticsearch tolérant en panne par ce biais-là, et donc d'enregistrer vos serveurs Elasticsearch sur Zookeeper. Zookeeper va tout simplement dire n'importe quelle machine, quelle qu'elle soit, est esclave, tout le monde est esclave. Par contre, c'est aussi n'importe quelle machine est un master potentiel. Et donc, être un master potentiel, du coup, ça tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de machines. Et en plus, elles sont toutes actives en même temps. Alors, le deuxième point important, c'est quand même c'est le cas de le dire, c'est quand même le zoo sur tous ces serveurs qui tournent en même temps, on ne s'y retrouve plus. Et ce qui est intéressant, c'est que Zookeeper, si je dois faire un rapprochement avec ce qu'on connaît un peu en général, c'est votre annuaire JNDI de ressources, où tourne chaque machine. C'est un peu comme si vous allez parcourir une arborescence et vous allez savoir son adresse IP, les brokers qui tournent, etc., vont être enregistrés là. Donc vous allez pouvoir un peu voir ce qui s'y passe. Donc cet aspect de centralisation de configuration, c'est quelque chose qui était important pour nous. Bon, évidemment, il faut scoltiner les appels Zookeeper derrière par des scripts, mais l'information est là et ce n'est pas neutre. Bon, globalement, le mécanisme de fonctionnement de Zookeeper, c'est que n'importe quel service, que ce soit Kafka ou autre, que vous déclenchez, va s'enregistrer dans Zookeeper. Un client doit par contre récupérer la localisation des workers via Zookeeper. Il n'appelle pas directement les workers. Il va implémenter lui-même son mécanisme de sélection du worker, il va dire en round robin ou autre, enfin il va faire son choix et son marché, et à la fin va invoquer le service.
Voilà. Donc ça, c'était la partie suivante de notre architecture qui explique comment en fait la tolérance au panne est assurée au travers de l'élection de maîtres par ces différents frameworks. Bon, ben, le problème, c'est que si on compte toutes les... Alors, au début, il n'y en a pas beaucoup. Je vous rappelle, dans scale-up, scale-out, hein, c'est une notion qu'on passe, considère comme une start-up qui va grossir, 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 et qui veut une architecture qui grossisse avec elle sans coût supplémentaire dès le départ. Alors, si on regarde bien Mesos, tout ce zoo, ben, on se dit comment je vais le gérer. Et là, il y a la notion de cluster manager. Alors, qui connaît peut-être le cluster manager Yarn à utiliser? OK. Donc, je vais un peu expliquer la différence aussi. J'essaierai de faire un petit aparté sur la différence entre Mesos et Yarn. Qu'est-ce qui peut conduire à l'utilisation de l'un ou de l'autre, surtout sans porter de jugement sur l'un ou l'autre, mais voilà, qui va un peu vous montrer la différence. Ben, il faut les gérer, savoir sur quelle machine tourne quel service. Et là, sans Mesos, en fait, on aurait eu une démultiplication du nombre de VM. En général, on fait une VM par service. Hein, vous savez comment ça se passe, une appli, une VM, une appli, une VM, une appli, une VM. Alors, on n'est pas obligé, mais globalement, c'est ce qui se passe en général. Et derrière, le résultat, c'est des coûts. Alors, mais en plus, c'est l'exploitabilité en termes d'ops. C'est pas très facile à exploiter autant de machines différentes et de configurations différentes. Alors, il y a une chose que nous apporte Mesos, c'est de la même manière qu'on ne voit un PC avec plusieurs cœurs comme une seule machine. Il nous dit, écoutez, un cluster avec plusieurs machines, c'est qu'une seule machine aussi. Et donc, il va faire cette abstraction en nous disant, ben, votre computer, votre ordinateur, c'est cet ensemble de cœur et de mémoire. Alors, les inconvénients, je les rappelle, en général, on a plusieurs environnements, un de dev, un d'intégration, un de pré-prod qui est à l'image de la prod et la prod enfin, et tout ça pour notre application qui est unique, et on voit bien la démultiplication du nombre d'OS pour justement isoler les ressources. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'en cas ici une appli plante, eh ben, ça plante tout le reste, donc du coup on dit je ne me pose pas de questions, je mets dans une VM. Ouais. L'autre chose, c'est le provisioning. Quand vous voulez démarrer une VM, si vous arrivez à le faire en 5-10 minutes, c'est que c'est déjà pas mal. Alors que tout ce que vous voulez, c'est que votre appli qui est à l'intérieur de cette VM démarre, et en général, votre appli, elle met 2-3 secondes, 5 secondes à se lancer. Après, vous faites des inits dans votre appli, mais l'appli en elle-même, en 5-10 secondes, elle est debout. Alors, bon, en tout cas, ça ne va pas aussi rapidement démarrer. Plus d'OS, c'est ce que je disais à l'instant, plus de systèmes administrés. Je fais l'impasse sur les licences de VM, elles ne sont pas données, hein, puisque si vous êtes sur le cloud, vous le savez. Et puis, on a une allocation statique, c'est-à-dire que quand on décide qu'une VM va prendre 2 cœurs, elle prend 2 cœurs, elle est exécutée, elle est là, et on ne peut pas en 5 minutes dire voilà, je vais la basculer sur 1 cœur, je vais la basculer sur 3 cœurs, alors que mes besoins sont changeants. Si vous regardez bien ce graphe, c'est un graphe réel de fonctionnement, on voit bien que sur une journée, c'est pas aussi... on paye toute la ressource alors qu'on en a besoin que dans une période de temps très très courte. Bon, comment on résout tout ça avec Mesos, enfin, comment Mesos nous résout tout ça? Mesos s'appuie sur un concept qui s'appelle le Linux cgroup. Pour ceux qui connaissent Docker, par exemple, c'est le même principe, mais pour ceux qui ont quelques cheveux gris comme moi et qui ont connu Solaris en 2004 avec les Linux containers, c'était déjà là. Donc voilà, j'en vois qui sourit. Et donc voilà, donc c'est un concept qui commence à arriver aujourd'hui, qu'on commence à voir un peu plus. Et donc l'idée, c'est de dire l'abstraction, ça ne va pas être sur un guest OS à part, donc installer une VM supplémentaire, mais je suis toujours sur mon même OS, alors le Linux en l'occurrence, et j'exécute mes applications tout en ayant une isolation au niveau de la CPU et de la mémoire, des I/O et du réseau. Alors, ce qui va nous intéresser là, très principalement, nous, c'est la CPU et la mémoire. Parce qu'on considère, côté applicatif, que si vous faites un trop gros usage du réseau ou des I/O, c'est probablement que l'algorithme est à revoir côté
côté Spark, puisque vous n'avez pas réussi à colocaliser les informations qu'il faut, et Spark offre des services qui permettent de le faire. Bon. Donc pour revenir à nos Linux Group, Mesos s'appuie sur les Linux Group, et en fait ce que je vous disais à l'instant, il va vous dire voilà, tu as autant de serveurs ou de VM, peu importe, et ben tout ce que j'ai 80 CPU, 640 Go, vas-y, fais ton marché. Et de ce point de vue-là, on a un partage complet des ressources. Et globalement, le concept est le suivant. Si vous n'avez jamais cherché à savoir sur quel cœur s'exécute votre tâche, alors vous n'avez probablement pas besoin de savoir sur quel serveur elle s'exécute. Ça, c'est le concept de base. Et ce que j'appelle là le IAC, Infrastructure as a Computer. Alors, je l'ai vu sur le web, si quelqu'un sait qui l'a sorti en premier, ça m'intéresse. J'avais vu une fois, j'ai repris là, mais je n'ai plus jamais retrouvé ce concept-là. Donc, Infrastructure as a Computer, et c'est un peu le concept de Mesos. On a comme objectif de ne plus avoir cette dissociation des environnements dev, intégration, pré-prod, prod, mais de dire on a juste un pool de machines, peu importe ce qu'il y a dessus, qui s'exécutent tous sur la même infrastructure. Vu qu'on a cette isolation, je n'ai pas à me poser la question si c'est un serveur, si c'est une appli de prod ou une appli de dev. L'idée, c'est vraiment de banaliser au maximum et de partager ces ressources-là. Et puis, pourquoi pas exécuter NoJob Jenkins. Alors, comment fonctionne Mesos? Est-ce que c'est facile de dire je prends mon exé, je le pose sur Mesos et puis Mesos va l'exécuter tranquille sur le cœur et la mémoire qui est disponible ou que je demande? Non, c'est un peu plus compliqué que ça malheureusement. Il y a du code à faire pour que votre application puisse s'exécuter sur Mesos. Alors, c'est la mauvaise nouvelle, mais juste derrière on a une bonne, donc j'en vois qui sourit. Globalement, Mesos va dire à votre scheduler, vous avez développé votre propre scheduler, donc pour la première fois, le scheduler n'est plus au niveau de l'OS, mais à votre niveau à vous. Il vient et vous dit, voilà, j'ai 2 CPU, 20 Go, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Votre scheduler, qui est codé, dit non, je veux une CPU, enfin, ça lui va ou ça lui va pas, soit il refuse l'offre, à ce moment-là, il est toujours en attente, votre API est en attente d'exécution, jusqu'à ce qu'une nouvelle offre de Mesos arrive, et si ça lui va, du coup, Mesos va lancer votre exécuteur. C'est encore un autre code que vous avez écrit qui va permettre de lancer votre application et pour que ça fonctionne. Donc globalement, vous avez un exécuteur et un scheduler à lancer. Une grande différence entre Mesos et Yarn, donc c'est que vous l'avez compris, donc Yarn c'est du Java avec un peu de C, mais Yarn va vous permettre de réserver la mémoire mais pas la CPU. Et donc va vous s'appuyer sur les possibilités de l'OS. Enfin, c'est l'OS qui va se charger de scheduler la CPU. Alors, ce n'est pas un mauvais choix, hein, c'est aussi, peut-être que l'OS le fait beaucoup mieux, mais c'est juste qu'en termes d'isolation de ressources, nous, on a préféré cette approche Mesos. Puis, il faut dire que l'intégration avec Spark et l'outil qui va suivre n'est pas neutre. Donc, dans l'idéal, c'est qu'on n'ait pas du tout à écrire ce fameux scheduler et ce fameux exécuteur. Et là, c'est là qu'arrive Marathon. Donc Marathon, c'est un peu notre sauveur parce qu'on n'avait pas envie d'écrire. On n'a pas envie d'écrire là des schedulers, des exécuteurs pour Tomcat, notamment. Il n'y a personne qui l'a fait. Et puis non plus pour Elasticsearch aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que permet de faire Marathon? Il permet d'éviter d'écrire un exécuteur et un scheduler pour les applications longue durée. Notamment. Donc c'est d'ailleurs votre web app ou autre. Alors Marathon, c'est une API Spray, Spray Scala, pour ceux qui connaissent, c'est juste une API REST, qui elle aussi s'appuie sur Zookeeper, donc qui elle aussi est tolérante aux pannes, mais je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là. Et donc, par contre, Marathon ne s'exécute pas au sein de Mesos, il est à l'extérieur, tout comme Zookeeper, il est à l'extérieur et tourne à côté de Mesos. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie juste des ordres à Marathon, via une API REST pour lui dire écoute, vas-y, balance-moi cette application-là sur 3 instances de cette application-là, chacune voulant par exemple 2 CPU et 512 MB de RAM. Et il va le faire.
Voilà. Et donc on ne s'occupe plus. C'est comme si sur votre ligne de commande, vous lanciez 3 fois votre commande Tomcat. Alors comment ça se passe? Là, pour le coup, c'est vraiment assez simple. Vous faites un poste d'un flux JSON. Vous lancez votre... tout le monde connaît Catalina, je pense, au moins de nom. Hein, c'est une super copine pour tout le monde, à un moment ou à un autre, en tout cas, de notre vie. Et donc, qui va lancer Tomcat. Et le fait de lancer Tomcat, le problème, c'est sur quel port? Parce que si on est sur la même machine, qu'il y a plusieurs Tomcat sur la même machine, on va avoir un problème pour les ports. Et là, on n'est pas bon. Et donc, il y a une variable que Marathon permet de... Enfin, il y en a plusieurs autres, hein, je vais en passer sur quelques-unes, qui est $port, qui va nous permettre de dire à Marathon, écoute, tu choisis le port et tu exécuteras Tomcat sur le port de ton choix. Évidemment, la question immédiatement qui arrive derrière, c'est si je choisis le port, comment je fais pour prendre mes requêtes clients là-dessus? On va le voir tout à l'heure, évidemment, je ne vais pas faire l'impasse là-dessus. Eh bien, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Donc du coup, on a des applications qui s'exécutent, on ne sait pas sur quel port, on va dire no Tomcat en l'occurrence, on ne sait pas sur quel port il tourne, et vu qu'on ne sait pas sur quel port il tourne, on ne peut pas accepter de requêtes de la part des clients. Il y a une méthode, hein, task en l'occurrence, sur l'URL Marathon. Si vous l'appelez, vous récupérez la configuration que vous a défini Marathon pour vos exécutables, et donc notamment le port d'exécution de votre application. Bon, dans la distribution Marathon que vous trouvez sur GitHub, vous verrez il y a un script qui permet de générer une configuration HAProxy. Il suffit dans un cron tab quelque part sur vos HAProxy de faire un reload de cette configuration HO et vous l'aurez. Alors d'autres évidemment diront oui, pourquoi on ne met pas Chronos, mais bon, je ne peux pas parler de tout en quelques minutes. Donc là, vous avez un cron, peu importe quelle solution, qui va donc recharger dynamiquement, périodiquement, en tout cas, la configuration. Alors pourquoi périodiquement? On est sur un cluster. Sur un cluster, ça veut dire que ça va tomber à un moment ou à un autre. Une machine va tomber à un moment ou à un autre, soit parce qu'il y a une maintenance dessus, soit parce qu'il y a une défaillance. Eh bien, l'idée, c'est d'aller périodiquement récupérer auprès de Marathon la configuration en cours, puisque Marathon est résilient aux pannes. Si votre appli tombe, il va la relancer ailleurs. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et donc vous allez devoir demander à HAProxy de récupérer la nouvelle configuration Marathon périodiquement. Voilà pourquoi il y a un cron qui va rafraîchir cette config. Alors, évidemment, si vous pouvez souhaiter que vos Tomcat tournent sur des machines ou des VM physiques distinctes. Bon, pour ça, il y a une petite option hostname unique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi dédier certaines machines au front, d'autres au back, d'autres à d'autres traitements, parce que vous avez du SSD pour faire autre chose. Et ben là, vous pouvez aussi donner une expression, un pattern Java. Donc là, ce serait, tu m'exécutes sur n'importe quel host, dont le hostname serait front 1 ou front 2. Voilà. Et donc on a un léger contrôle sur l'environnement d'exécution. Maintenant, vous allez me dire, oui, et si je veux forcer le port, eh ben, c'est pas compliqué, vous voulez forcer le port. Dans catenina.sh, vous mettez le bon port, et puis vous passez pas de paramètres, et ça prendra le port qu'il faut. Voilà. Alors, donc utilisé pour Kafka, Elasticsearch, Tomcat, et comme je viens de vous le décrire, il y a un simple scale-up, c'est-à-dire si je veux diminuer le nombre de Tomcat qui s'exécutent, eh ben je resoumets cette même requête, non plus avec 3 instances, mais avec une instance, et j'aurai plus qu'un seul Tomcat qui tourne. Voilà, donc ça c'était pour le dernier composant de l'infrastructure. Et en résumé, pour cette partie, principale raison d'utilisation de Spark, je mets tout le temps les arguments performance de côté, c'est pas vraiment là-dessus que je veux appuyer. Donc principal, c'est notamment pour que les développeurs n'aient pas à connaître plusieurs technologies, c'est que c'est un seul framework pour le batch et pour le near real time. Pour l'utilisation de Kafka, c'est principalement le partitionnement automatique. Il y a d'autres fonctionnalités, notamment le fait que l'empilement de messages peut récupérer une consommation à un endroit donné. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était principalement ça. Et puis, le dernier point, le plus, en tout cas pour ma part, le plus excitant, c'était la partie partage dynamique des ressources avec Mesos et Marathon. Voilà.
Donc c'était tout. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions... Donc, est-ce que vous avez des questions? Ok. Oui. Merci pour ce super talk en fait. Je voulais savoir à propos de Kafka en fait. Vous aviez des topics qui passaient de... Je voulais savoir en fait, le nombre de topics que vous avez dans Kafka. Oui. Pour passer de Spark Streaming et ceux sur Elasticsearch. Comment vous repartitionnez cela et en fait, comment vous réconciliez les deux views en fait, que ce soit avec Spark, tout ce qui est batch computing et tout ce qui est stream qui vient de Spark Streaming avec sur Elasticsearch. Comment vous arrivez à faire de l'analytique en faisant des joins? Est-ce que vous avez des structures spécifiques que vous utilisez ou bien, je ne sais pas. Voilà. Bah, en tout cas, donc la question est, vu qu'on a une batterie de messages qui arrive, comment on fait, si je comprends bien, comment on fait côté Elasticsearch pour retrouver nos petits et que l'information soit pertinente et correcte au niveau de la restitution, c'est ça? Okay. Il n'y a pas de secret, c'est d'où l'intérêt du partitionnement. C'est justement, si on veut ordonner, c'est pour forcer une sémantique particulière dans le traitement des messages côté Spark. Et c'est ce qui va nous aider. Derrière, dans Elasticsearch, on va retrouver un certain nombre d'informations qui nous proviennent de l'application et notamment de l'information de session qui enrichissent le flux reçu du client. Et c'est ce qui nous permet effectivement derrière de faire du filtrage au niveau d'Elasticsearch et des utilisateurs notamment de manière correcte. Vous aviez une question? Non? Je crois qu'il faut juste attendre le micro. Il est là, il est là. J'ai une question sur Zookeeper. Oui. Moi, de ce que j'avais vu un peu dans la littérature, de temps en temps, si on a un problème réseau entre certains des esclaves, en fait, on peut se retrouver avec une élection de 2 leaders en parallèle, parce qu'à un moment donné, on a eu une isolation réseau entre ces nœuds. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce type de problématique avec Zookeeper. Je vais reprendre votre question, parce que si j'ai bien compris, Zookeeper assure l'élection de leader. Et la question, c'est, n'a-t-on pas un risque avec Zookeeper de se retrouver avec 2 leaders? Alors, on n'a pas eu ce problème. Et s'il y a un problème, c'est probablement dû à l'algorithme côté client, c'est-à-dire côté service qui se connecte à Zookeeper. Et pourquoi? Parce que l'écriture dans un nœud Zookeeper, au nœud en sens arbre de nœud, vous savez, le fameux arbre JNDI-like, l'écriture dans un arbre Zookeeper est atomique. Et il est impossible, quand je dis impossible, il est vraiment impossible que 2 services puissent écrire simultanément le fait qu'ils soient devenus leaders. Voilà. Pardon? On écrit au moment de l'élection du leader, oui. Absolument, dans Zookeeper. C'est le leader qui va prendre la main. Mais s'ils sont complètement isolés au niveau réseau, justement, s'ils se comportent chacun comme étant un leader de son côté, finalement. Vous voulez dire il y a 2 leaders Zookeeper? Oui. Ah non, ça j'ai jamais fait cette configuration-là. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps quand il y a un problème réseau entre tous ces nœuds. Ce que vous êtes en train, alors là, donc du coup, la question est légèrement différente pour moi. C'est quand on a un cluster Zookeeper, on en a au moins 3, puisqu'il faut une majorité. Ce que vous dites, c'est que quand les 2, il se peut qu'on ait 2 leaders qui soient élus au sein de ce cluster Zookeeper. On n'a pas rencontré ce problème. Bon, je ne connais pas assez bien les internal Zookeeper, mais ce que vous dites, c'est qu'en cas d'isolation réseau entre les esclaves, enfin les leaders. Le leader et les autres, on peut se retrouver avec 2 leaders. On n'a pas, non, pas ma connaissance. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc juste une question rapide, le nombre de messages secondes au niveau de Spark Stream, ce que vous avez... Voilà, vous avez remarqué que j'ai jamais parlé de performance, oui, parce qu'on a largement ce qu'il faut.
Maintenant, la littérature parle de 100 000 messages secondes. Non, on n'est pas à ces niveaux-là. Et encore une fois, c'est pas ce qui aurait motivé notre choix. Donc, je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si Christian est là, qu'en fait, chez LinkedIn, qui est un des gros utilisateurs de Kafka, puisqu'ils en sont les auteurs, ils arrivaient à 20 000 messages secondes aujourd'hui. Par contre, je peux vous donner la raison pour laquelle Kafka est largement supérieur aux autres middleware de messages, excepté 0MQ, puisque 0MQ et Kafka s'appuient sur le même mécanisme. C'est le mécanisme Linux sendFile qui permet, lorsqu'on va lire sur le disque, pour retransmettre le message sur le réseau, de ne pas passer du kernel space au user space. Donc c'est une API particulière de Linux, un sendFile, si vous regardez la littérature, et c'est ce qui fait la différence entre Kafka et les autres middleware. Et le seul autre middleware, à ma connaissance, qui utilise ce système-là, enfin cette API-là, c'est 0MQ, qui fait un tabac justement grâce à ça notamment. Ce sont les applications qui demandent à Marathon les ressources CPU et la quantité de mémoire dont elles ont besoin? En fait, non. Bon, en fait, j'ai dû faire un amalgame. Donc, Mesos, c'est le cluster manager. Donc, Mesos, c'est un peu votre scheduler sur le cluster. Vos applications clientes attendent. Elles ont une configuration, elles attendent. Elles s'enregistrent auprès du master Mesos. D'accord ? Lorsqu'il y a des ressources disponibles et des jobs qui attendent pour être exécutés, Mesos va leur proposer ces ressources-là. Elle va leur dire, écoutez, voilà ce que j'ai de disponible. Et vu que vous avez écrit vous-même votre propre scheduler applicatif, il va vous offrir, vous allez demander, oui, je la veux, et du coup, il va vous exécuter. Avec Marathon, vous n'avez plus besoin d'écrire de scheduler. Vous donnez juste votre job en poste, REST API, comme je l'ai fait tout à l'heure, et Marathon étant enregistré auprès de Mesos, il va récupérer les ressources offertes de Marathon, de Mesos, pour exécuter sur le cluster. C'est clair? Voilà. Donc, merci à tous. Là, a priori, le temps est terminé. Merci et à bientôt.